L'Atelier Passion, le podcast des éditions LVA qui parle auto, moto et objets de collection. Indiana, Arizona, RCX, SP, CRX, Chrono, Turbo, plus de 3 millions vendus dans le monde depuis son lancement en 1971, vous l'avez reconnu ? Et oui, le Peugeot 103, le fameux, le mythique, qui a marqué les générations et mis la jeunesse des années 70 sur deux roues. Une véritable saga pour ce cyclo dont nous allons parler aujourd'hui dans l'atelier Passion avec Xavier et nos invités Bertrand Lebrun, rédacteur en chef de Mobenco, et Emmanuel Arbé, collectionneur de 103. Alors messieurs, vous n'avez certes plus les cheveux longs de vos années lycée, mais j'en suis sûre, des émotions intactes associées aux souvenirs de vos années 103. Ah oui, le 103, franchement, ça a marqué plusieurs générations. Qui n'a pas connu de 103 ? Celui du voisin, du copain, de la petite amie. Enfin bref, c'est vraiment un véhicule qui a marqué les esprits. Il s'en est vendu, comme l'a dit Mélissa, plus de 3 millions en 46 ans, de 1971 à 2016. Donc forcément, ça a laissé des traces. Mais alors justement, Bertrand, on parle de Peugeot 103. D'ailleurs, on dit le ou la Peugeot 103, parce que ça fait débat, hein, même entre nous. Oui, alors on peut trancher le débat. Les plus anciens d'entre nous parlent du 103. Franchement, les quinquas, comme Xavier et moi, parleront du 103. Et puis les petits jeunes, on va dire que c'est la 103. Voilà, on peut résumer ça comme ça. Emmanuel, vous êtes collectionneur de 103 depuis vos années lycée ? Oui, tout à fait, oui, parce que en fait, j'ai retrouvé la facture de mon premier 103 que mes grands-parents m'avaient acheté le 1er août 81, donc que j'ai sous les yeux là, et à l'époque, il valait 3 400 €, et donc c'était l'année de mes 14 ans. Donc c'était mon premier 103 SP avec lequel j'ai pu m'évader et puis découvrir un peu la périphérie et la campagne autour de chez moi. Alors justement, comment est né le Peugeot 103 ? Comment Peugeot est venu à cette mob mythique ? Oui, alors avant de parler du 103, il faut, pour comprendre en fait l'impact que le modèle a eu dans l'imaginaire collectif, il faut rappeler quand même ce qu'était Peugeot. En France, c'est un des labels industriels les plus familiers des Français. La marque, elle est dans tous les foyers depuis la fin du 19e, quoi. Donc, on trouve une scie Peugeot dans chaque atelier, un taille-huée dans chaque abri de jardin, un moulin à café dans chaque cuisine et un vélo dans chaque cave, pour ainsi dire. Donc, forcément, quand les cyclos Peugeot sont arrivés, ils ont connu leur succès, mais ça s'est pas fait tout de suite. On aura l'occasion de l'expliquer. Avant d'arriver au 103, il s'est passé quand même un certain nombre d'années. Il y avait Motobécane peut-être qui était d'abord... Déjà, il y avait Motobécane. Alors effectivement, pour situer un peu, Motobécane, c'est l'inventeur de la mobilette, hein, puisque c'est Motobécane qui a donné son nom à l'objet, alors qu'au départ, le mobilette, c'est ni plus ni moins qu'un modèle de Motobécane. C'est un peu comme frigidaire. Le mot, il est passé dans le langage courant, tellement l'engin était populaire. Mais Peugeot était un petit peu à la traîne derrière. En 1955, Motobécane a déjà fabriqué sa millionième mobilette. Et Peugeot n'en est pas là du tout. Pour situer, 3 ans plus tard, il fabrique à peu près 86 000 cyclomoteurs en 58 et Motobécane en fait 333 000 la même année. Donc ça vous donne un petit peu l'écart. Et Solex fabrique 274 000 Solex. Donc on voit que Peugeot a eu un peu de retard à l'allumage. Les cyclos, au départ, c'est fait pour utiliser au quotidien, quand peut-être on n'a pas les moyens de s'acheter une voiture, ou c'est simplement pour se déplacer plus facilement ? C'est ça, c'est l'engin utilitaire par excellence, créé après la Deuxième Guerre mondiale pour résoudre un problème. C'est que les Français n'avaient plus d'engins pour se déplacer, quoi. Il fallait inventer des modes de transport peu coûteux, d'où le cyclomoteur, effectivement, les premières voitures populaires que tout le monde ne pouvait pas s'offrir à l'époque, et les cyclos qui sont vite devenus incontournables pour remettre la France au travail. C'est comme ça qu'on résume un peu l'utilité du cyclomoteur à l'époque. Et alors toi, Emmanuel, dans ta collection, tu as les premiers cyclos Peugeot 103 ?
Oui, alors en fait, à l'origine, donc j'avais le premier 103 orange de 1971, le 103, le MVL, ce qu'on appelle. Et puis après, au fur et à mesure, j'ai complété avec les gammes de 103 SP, de 103 Chopper, 103 Turbo 16, 103 Land, 103 CRX, enfin un peu toutes les différentes variantes de ce qui a pu exister après, oui. Oui, parce que Peugeot a sorti différentes versions de son Peugeot 103. Quelle est la version la plus rare aujourd'hui ? Alors, la plus recherchée par les collectionneurs, c'est surtout le 103 Turbo 16. Donc, en fait, il y a eu deux versions. Une version avec le phare avant rond et la deuxième version qui s'appelait Turbo, simplement avec le phare carré. Donc, j'avais les deux versions aussi. Et puis aussi, surtout les 103 Chopper. 103, donc le HPL, qui était avec le moteur d'un 103 normal. Et autrement, il y a surtout le HP aussi, qui est le modèle avant, qui est avec les doubles variateurs et qui était un modèle assez peu diffusé et qui est très recherché maintenant aussi. Alors Bertrand, tu as aux éditions LVA, tu as travaillé sur un hors-série, donc les plus beaux Peugeot 103, qui est actuellement au kiosque. Et justement, on voit bien toutes les déclinaisons qu'il y a eu du modèle, et puis surtout la star, qui est rentrée dans le collectif, l'imaginaire collectif d'une façon assez importante. Et aujourd'hui, quand on parle 103, souvent on pense au modèle SP. Oui, c'est ça, c'est la SP qui a fait basculer un peu le 103. Pas de l'anonymat parce qu'il s'était déjà constitué une belle petite réputation, mais du statut d'utilitaire au statut de cyclo un peu adulé par les jeunes en fait. Et ça a été vraiment un point de bascule parce qu'effectivement le 103, comme l'a dit Manu, est né en 71. Avant ça, il y avait déjà eu d'autres tentatives de Peugeot qui avaient commencé à rattraper un peu son retard sur Motobécane, mais avec des choses pas très très sexy, faut bien le dire. Lesquelles, par exemple ? Il y avait la famille des bébés, par exemple, les BB1, BB2, qui avaient un petit peu de retard technique sur Motobécane en ce qui concerne l'embrayage notamment. Au tournant des années 60, ils ont lancé le BB104, qui était en fait un petit peu inspiré de la 404 Peugeot, puisqu'il faut rappeler que c'est aussi avant tout un constructeur automobile. Donc un cyclo très caréné qui était assez spectaculaire, mais qui nécessitait des investissements lourds industriels, notamment des grosses presses, etc. Donc c'était une voie un peu compliquée. Donc Peugeot a mis du temps pour réagir et puis revenir à quelque chose de haut cyclo à cadre ouvert tel qu'on se l'imagine tous, qui était plus facile à fabriquer d'un point de vue industriel. Mais ça a pris du temps, et c'est en fait ce qui a lancé Peugeot dans le cyclo-moteur, qui a fait vraiment de la marque un constructeur de cyclo, c'est la gamme des 101 et 102. Donc c'était à la fin des années 60, ils lancent les 101, 102 qui étaient des cyclos très fins, très, très légers, et c'est à partir de là que les ventes de cyclo Peugeot ont commencé à décoller. Les effectifs chez Cycle Peugeot on passe de 2000 ouvriers à plus du double en quelques années, donc fin des années 60. Et le 103 hérite de la motorisation du 104 qui était né en 70 avant curieusement dans l'appellation, mais elle a toujours été un peu compliquée l'appellation chez Peugeot, encore aujourd'hui avec les voitures. Le 104 a né en 70 et amène en fait une admission à clapet qui modernise un petit peu le type de motorisation. Et c'est ce moteur dont héritera quelques années plus tard le 103. Et le modèle SP donc ? Justement. Alors le modèle SP. Alors c'est au début le 103, ça part un peu gentiment avec des modèles qui sont quand même à vocation utilitaire. Manu a parlé du modèle orange de 71. Ce sont des modèles assez basiques dont les versions standards sont même pas pourvues d'amortisseurs arrière, etc. Mis à part la couleur, ils sont pas super extravagants. Ce sont des modèles utilitaires qui marchent bien, mais à la fin des années 70, aussi pour rivaliser avec Motobécane et sa 51 Super, Peugeot invente le SP. C'est un bien grand mot parce qu'en fait, de sport, le SP n'a une suspension rehaussée, quelques artifices un peu d'un phare chromé, mais tout de suite, ça lui donne une image beaucoup plus moderne
auprès des jeunes. Ces jantes également? Les jantes, encore que la première version de 77, elle est pourvue de roues à rayons toutes classiques. Mais là, à partir de là, effectivement, on a tous l'image des lycéens qui partent en 103, sac US au dos. Rouge ou bleu? Voilà. Et après, le concept va être décliné pendant plus de 20 ans avec succès. Manu a égrené quelques modèles phares déjà, on aura l'occasion d'en reparler. Après, voilà, ils vont surfer sur le filon, on aura l'occasion d'en reparler, mais avec l'évolution des types, etc. Avant que ça se tarisse à nouveau à la fin des années 90, puisque le 103 a quand même été produit jusqu'en 2017, mais sur la fin, il était plus vendu qu'à quelques exemplaires et fabriqué à l'étranger, au Maroc ou en Chine. Et alors toi Manu, du côté des SP justement, c'est un petit peu la star de la gamme, en tout cas c'est celle qu'on a en tête quand on parle du Peugeot 103. Tu en as eu étant jeune, tu as roulé avec, aujourd'hui tu en as combien? Qu'est-ce que tu recherches exactement sur ce modèle mythique? En fait, comme je disais tout à l'heure, en fait, ma première mobilette que mes grands-parents m'ont acheté neuve, c'est un 103 SP, donc noir, de 81. Et donc en fait, c'est l'identique à celui qui est dans le hors-série sur lequel je suis sur un rouge, sauf que le mien était noir, mais c'est exactement ce même modèle-là avec le garde-boue à l'avant rectangulaire. Et donc c'est surtout là-dessus, par nostalgie, que j'ai commencé ma collection. Donc j'ai commencé par celui-ci, le SP rouge. Après j'ai appris un SP, qui s'appelle un 103 Land, qui était de couleur kaki, qui n'était pas très aimé à l'époque parce que ça faisait beaucoup penser à l'armée, et c'était pas un modèle qui était bien prisé. Et puis après, j'ai commencé à faire les déclinaisons de des différentes couleurs qu'il y avait dans la SP, avec du bleu, il y avait une espèce de rouge rouille. Voilà. Après, j'ai eu aussi un SP blanc. Après, voilà. Mais après, bon, on peut pas avoir toutes les couleurs non plus, mais bon. Après, l'un des avantages ou la particularité du 103, c'est aussi qu'on peut se le personnaliser. En fait, il y a autant de 103 que de pilotes, on va dire. C'est exactement ce qui a fait le succès de la mobilette dans les années 80. Nos lecteurs nous parlent souvent de Mob Shop, qui fut un titre de presse spécialisé emblématique à l'époque, où on voyait effectivement tout ce que les propriétaires étaient capables d'inventer. Ça, c'est ce qui a fait le succès du 103, comme tu dis, Mélissa, la personnalisation. Mais c'est aussi de Peugeot, et Manu a parlé du Turbo 16. C'était aussi l'intelligence de Peugeot de faire du 103 un succès, rien que par le rhabillage esthétique. En fait, ils partent d'une base classique et relativement neutre, et puis ils arrivent à le décliner en de multiples versions pour toutes sortes de clientèles différentes. Et c'est un petit peu la recette qu'a suivi aussi Motobécane, avec son 51 de son côté. Donc en fait, si on regarde bien techniquement, le 103 n'a pas beaucoup évolué. Bon, il gagne un refroidissement liquide au milieu des années 80. Il change de bras oscillant aussi, même Manu pourra nous le confirmer, à peu près à la même époque. Mais l'intelligence de Peugeot, ça a été de surfer sur la vogue du cyclomoteur. Le Turbo 16, le 103 Turbo 16, il est emblématique parce qu'effectivement, ils font d'une voiture à succès, de leur fameuse 205 Turbo 16 de rallye que tout le monde voyait à la télévision et partout à l'époque. Ils en font une série de mobilettes, ce qui quand même, c'est un coup marketing assez balèze parce que il n'y a pas beaucoup de points communs entre les deux, mais n'empêche, ça fait rêver les jeunes, la 205 Turbo 16, donc une 103 Turbo 16, c'est forcément... Le lion Peugeot sur ta mobilette. Voilà, c'est exactement ça. Et tu kicks, elle craque. Ouais, ça c'était un des exemples des arguments commerciaux, des slogans de pub de l'époque. Là on voit effectivement un lycéen en train de kicker sa mobilette, ce qui était une grande révolution à l'époque. Fini le pédalage compliqué devant le lycée, il suffisait de la démarrer, voilà, pour attirer
les copines autour de sa mob. Et aujourd'hui, on peut en avoir à quel prix des 103 ? Alors là, il faudrait poser plus la question aux collectionneurs que Manu est. Moi, j'aurais un petit avis à donner sur la question, parce que c'est vrai que la cote a beaucoup flambé ces dernières années. Bon, c'est un petit peu l'effet de la loi de l'offre et de la demande. Hein. Il y a eu beaucoup de demandes ces dernières années avec le retour en grâce de la mob. Et des années 80. Voilà, et les années 80. Mais je pense que là, on atteint maintenant un plafond de verre avec des 103 vendus 2000, 2500 euros, parfois plus. Je ne sais pas ce que tu en penses, Manu, mais je pense que là, on a atteint un petit peu le plafond. Il y a un effet de cycle, en fait, comme souvent dans le milieu des véhicules de collection. Et je pense qu'avec le vieillissement de la population aussi, là, maintenant, les quinquagénaires qui ont regretté ne plus posséder ou qui se sont fait plaisir pour réacquérir le modèle dont ils ont rêvé quand ils avaient 14 ans, maintenant, ils ont acquis leur 103 et que la cote va finir par baisser par manque d'intérêt des générations plus jeunes. Tu confirmes, Emmanuel ? Oui, après, oui, c'est un peu un effet de mode. Moi, j'ai commencé d'acheter des 103, c'était dans les années 2000. Donc, on te les donnait pratiquement, ou t'achetais ça pas très cher. Après, par rapport à la cote des 103, c'est en fonction de ce que les gens, de l'offre et la demande aussi. Sachant qu'en fait, moi, mes 103 Turbo 16, donc les deux, je les ai vendus 5000 € pièce. Donc toi, c'est quand même c'est quand même important. C'est une cote quand même élevée. Après, ces cotes-là, c'est des cotes avec des véhicules qui sont aussi neufs que s'ils sortaient de la concession à l'époque. Donc après, ce qu'on peut dire, ce qui est rare est cher. Mais après, c'est beaucoup de temps aussi, de temps passé à les restaurer, le coût des pièces, le coût de la peinture, le coût des chromes. Donc après, quand on met ça tout bout à bout, après, voilà, ça représente une certaine somme qu'on aimerait bien retomber dessus, enfin, qu'on aimerait bien retomber sur nos pattes pour, si à partir du moment où on veut s'en séparer. Donc, mais après, c'est en fonction de ce que les gens sont prêts à mettre par rapport à, voilà, c'est comme disait Bertrand, arrivé à un certain âge, mettons à 50 ans, on peut avoir les moyens pour s'acheter des choses qu'on n'a pas pu avoir quand on était jeune. Et puis c'est vrai qu'après, effectivement, ça va faire comme sur les véhicules anciens, ça va être un peu comme les années glissantes. Après, il y aura moins en moins de personnes des 50 ans qui ont aimé ces cyclomoteurs. Qui voudront en avoir, et après je pense qu'après la cote ça sera pareil, ça sera une tendance plutôt à la baisse. Mais par contre, là, ce qu'on voit dans les ventes aux enchères, le moins de 103, des choses à restaurer qui partent à 3000 €, ça fait, ça laisse un peu pantois, et oui, le marché est un peu bizarre, donc voilà. Alors justement, quel est le modèle de 103 qui est le plus coté ? Alors, le plus coté pour l'instant, c'est surtout le 103 Turbo 16. Ouais, c'est le Turbo 16. Alors après, il faut avoir aussi un vrai Turbo 16 qui était vendu à l'époque, parce qu'en fait, il n'y en a pas eu tant que ça. Et donc après, tu as beaucoup de faux. Après, c'est vrai que pour savoir si c'est un vrai ou un faux, à part avoir les photos du vrai quand tu l'as acheté puis qui est à restaurer, tu sais pas trop, parce que des faux, il y en a beaucoup. Hein, ça, voilà, c'est comme tout, parce que comme ça coûte un peu d'argent, donc beaucoup en font des faux pour les revendre. Après aussi, donc ça, et puis aussi le 103 HP, là, le tout premier chopper avec le double variateur. Là, pareil, là, si un véhicule, un cyclomoteur comme ça en état neuf, comme ça, c'est encore plus cher qu'un Turbo 16. Où est-ce qu'on peut trouver les pièces pour restaurer ? Alors les pièces, c'est surtout par réseau. Et puis avec beaucoup d'attentes. Là, mon 103 HP, le 103 Chopper, là, avec le double variateur, entre le moment où je l'ai terminé, là, il est pratiquement terminé, et le moment où je l'ai acheté à l'état d'épave, pratiquement, j'ai mis 10 ans à retrouver les pièces, des pièces neuves d'époque, parce que je voulais remonter avec des pièces neuves d'époque. Mais comme c'est des modèles qui ont été très très peu diffusés, donc il y a très très peu de pièces détachées de ça, et surtout des pièces détachées qui restent en état, ce qu'on appelle du NOS, New Old Stock, là, d'époque. Donc voilà, après c'est une question de patience, et c'est ça qui m'attire, c'est plutôt la recherche des pièces pour pouvoir arriver au bout du projet. Et une fois que c'est réalisé, après voilà, c'est abouti, mais c'est pas la même. C'est pas le même plaisir après qu'on a fait la recherche. Alors il y a le réseau, il y a les bourses pour la trouvaille des pièces d'origine, comme vient de l'indiquer Manu, mais c'est vrai que depuis quelques années, on a la chance aussi
de pouvoir profiter de gros distributeurs qui diffusent de la pièce. Alors, c'est pas toujours de la pièce d'origine, quoique certains en proposent, mais des gens comme 50 Factory, la Bécannerie, VSX et d'autres proposent des pièces adaptables ou des refabrications d'assez bonne qualité parfois. Alors, il faut faire attention à ce qu'on achète, mais après, le bouche à oreille et puis les collectionneurs arrivent à bien s'informer entre eux. Mais on a quand même la chance d'avoir aujourd'hui, de bénéficier de gros distributeurs qui n'existaient pas encore il y a quelques années, mais qui se sont lancés et qui permettent aux collectionneurs de faire rouler les véhicules. C'est déjà pas mal. Après, effectivement, quand on se lance comme Manu dans des restaurations de modèles très rares et qu'on essaie de la reconstituer entièrement d'origine, là, c'est une autre paire de manches. Mais il y a deux façons de procéder, mais on peut au moins faire rouler les 103 relativement facilement en 2025. Après, j'en vois pas tellement sur la route. Ils roulent où ? Il roule essentiellement lors de rallye, parce que c'est vrai qu'en 103, tu peux pas faire. Enfin, c'est pas des véhicules censés te faire énormément de kilomètres, encore que tu as des gens qui s'amusent à se lancer dans des road trips. Là, dans le dernier Mobenco, qui sortira dans une quinzaine de jours, on pourrait lire le périple d'un duo de copains qui a descendu la National 7 à Mobilette, donc c'est tout à fait faisable. Mais c'est vrai qu'essentiellement, les gens roulent en club lors de sorties de rallye le week-end. Alors moi, j'avais croisé l'info comme quoi en 2006, avec un 103, quelqu'un a fait le tour du monde en 108 jours. Ouais, il y a eu plusieurs histoires comme ça. D'ailleurs, on ne les a pas encore toutes recensées à Mobenco, on en découvre encore. Dans les années 70, il y a aussi un Français qui a traversé les États-Unis en Peugeot 103. Là, récemment, il y avait 2 copains qui se lançaient dans la préparation de la route 66. Je ne crois pas que ce soit en Peugeot, mais à Mobilette en tout cas. En chopper. Ouais, c'est aussi l'intérêt de la Mob aujourd'hui, c'est que contrairement aux années Mob Shop, où encore une fois il y a beaucoup de lecteurs qui regrettent un peu ces années-là, mais à l'époque la Mob ça restait quand même un utilitaire, c'est ce qui vous permettait d'aller au lycée ou au boulot. Aujourd'hui c'est devenu un outil de loisirs, voire de communication, de support à des opérations caritatives, de support pédagogique même. Récemment, j'ai vu qu'un service hospitalier faire de la rééducation à ses patients à travers de la restauration d'une mobilette. Enfin, des enseignants qui s'en servent comme outil pédagogique. Enfin, c'est plus l'utilitaire qu'elle a été. La mobilette, c'est devenu un engin de loisir, comme tu le dis. Alors justement, en loisir, parce que Peugeot a sorti plusieurs modèles, commercialisé des modèles, mais ce qui est intéressant aussi avec les mobs, et notamment le 103, c'est qu'on peut customiser comme on le veut, et on sait que, notamment dans le hors-série, on croise des modèles absolument incroyables. Ouais, c'est ça, c'est ce qu'on a. Dans le hors-série, on aurait eu du mal à éditer tout le catalogue des 103 Peugeot, parce que comme on l'a évoqué, il y en a eu tellement. Là, on n'en a évoqué que quelques-unes, mais on pourrait y passer l'après-midi. Ça aurait été compliqué à faire, voire impossible. Là, ce hors-série, l'objectif, c'est de donner un petit peu une vision globale de ce qu'est le parc 203, de ce qu'était le parc 203, c'est-à-dire des modèles d'origine plus ou moins anciens, et après, comme le disait Mélissa, des modèles entièrement personnalisés, customisés, d'autres modèles qui sont faits pour la piste et la performance, certains que traités pour le look et l'extravagance et l'esthétisme. Donc en fait, c'est ça, c'est une sélection des plus beaux 103 que la rédac a croisé depuis le lancement du magazine il y a maintenant 4 ans et demi. Oui, alors c'est un peu gonflé parce que tu nous fais rêver avec la nostalgie et tu ouvres les premières pages de ce hors-série avec le concept SPX, le 103 du futur. Donc on est un peu loin des années 70 là pour le coup. Oui, alors c'était pour expliquer d'emblée au lecteur que l'histoire n'était pas finie, contrairement à ce que certains auraient pu penser, et que justement Peugeot a repris son bébé en main, si j'ose dire, et nous annonce effectivement le retour du 103. Alors c'est un engin électrique qui a été
présenté un peu en catimini par terre de journalistes au dernier salon du Deux Roues de Lyon. Mais en fait, d'une présentation en catimini, on s'est vite rendu compte que tous les médias de France et de Navarre en ont parlé. Preuve qu'effectivement, le 103 a marqué les esprits. Et en plus, c'est même pas. En fait, Peugeot, donc ça sera un cyclomoteur électrique, un équivalent 50, on va dire, qui existera aussi en équivalent 125, un peu plus puissant. Mais d'ailleurs, Peugeot l'appelle même pas 103. En fait, c'est nous, médias, qui avons fait le lien naturellement, en fait, avec le 103. Preuve qu'il a tellement marqué les esprits que quand Peugeot revient sur le sujet, on considère que c'est forcément un 103, alors que pour lui, c'est un SPX, Concept Bike. Bon, c'est vrai qu'un SPX, ça a été une des appellations du 103. Donc, par analogie, tous les journalistes se sont dit que le 103 revenait. Emmanuel, vous le mettriez dans votre collection, le SPX ? Après, je ne sais pas, faudrait l'essayer, faudrait voir. Après, il faut que le monde avance aussi. Après, voilà, donc faudrait voir. Après, c'est surtout une question de prix. À combien ça pourrait être vendu un cyclomoteur tel que celui-ci? C'est simplement surtout ça aussi. Et les sensations, j'imagine, quand même, malgré tout. Alors les sensations, oui, parce que ça doit accélérer plus fort qu'un 103 SP original, mais par contre, après, ce serait surtout l'autonomie, parce que comme nous, on fait beaucoup de balades, on fait à peu près 140, 150 km par jour quand on sort entre copains ou avec nos épouses. Là, après, je ne sais pas ce qu'il en serait de l'autonomie pour faire une journée complète en faisant un aller-retour avec un 103 comme ça. À la brasserie et dans le bon restaurant du coin, Manu, pour la recharge. Oui, c'est ça. Ça fait partie du plaisir de la balade. Tout à fait. Ah ben, ça, c'est impératif. Et alors, dans ta collection, tu as d'autres modèles customisés, justement? Ça fait partie de ta collection? Ou est-ce que ce sont uniquement des modèles originaux? Non, alors en fait, dans les 103 SP, les 103, j'ai que des modèles originaux. Par contre, j'avais acheté un GT10 qui avait été modifié un peu façon Harley Davidson, café racer, à quelqu'un qui court tous les ans moto légende, qui court sur une Indian. Et donc, c'est lui qui l'avait conçu. Donc, ça fait peut-être 15 ou 16 ans que je l'ai, celui-ci. Donc, il est toujours dans ma collection. Et puis, autrement, non, j'ai customisé une 51... alors, toi, ça n'a rien à voir. Enfin, c'est une motobécane, une 51 Black, qui était dans le destiné. La concurrente? Voilà, tout à fait la concurrente. Alors, j'ai une 51, une Black S, qui est neuve comme les autres 103 SP, parce que je voulais que les deux concurrentes cohabitent dans ma collection. Et autrement, donc, je me suis customisé une autre 51 Black S qui était destinée à être... elle était complètement abîmée, cassée, tout ça. Et je l'ai refait qu'avec des pièces de ce que j'avais au grenier. J'ai fait plutôt genre une mock cross... qui craint rien et que je puisse aller dans les chemins avec et des choses comme ça. Mais c'est que ça que je roule pratiquement chaque fois dans mes balades. Alors justement, on achète, on l'utilise, on se balade, on la restaure, mais pour son entretien, est-ce que c'est un entretien facile, un Peugeot 103? Oui, relativement. Après, à part une bougie, le kitchen... voilà, non, il n'y a rien d'actif. Les pneus, voilà, c'est des choses qui coûtent pas très cher et puis qui tiennent quand même durablement dans le temps. Tous les hivers, quand j'hiverne les cyclomoteurs, donc je fais le plein des réservoirs pour pas qu'il y ait la condensation, surtout dans le réservoir et que ça rouille. Mais autrement, de temps en temps, un coup de nettoyage de carburateur aux ultrasons. Et après, non, une mobilette, on peut compter dessus. Ça, c'est comme une 205 diesel. Hein. On peut toujours compter dessus. On fait un coup de pédale, on démarre et on peut aller partout où on veut. Ouais, ça reste de la mécanique quand même relativement simple et basique. D'ailleurs, il n'y avait pas grande différence, Manu, entre la 51 et la Peugeot. Je sais qu'il y a toujours eu deux écoles. Notamment la 103, elle était caractérisée par son long bras oscillant. Hein. C'est ça qui était ancré sur le pivot du moteur. Et c'est ce que les amateurs de motobécane décriaient. Voilà, tout à fait. Et après, quand on a sorti le 103 SPX, donc en fait, c'est là qu'ils ont modifié le bras oscillant et qu'ils ont mis simplement un bras oscillant sur l'axe arrière vers les pédales pour qu'il n'y ait plus ce système de fixation de grands bras oscillants. C'est ça, mais en fait, il n'y avait pas la guéguerre qui existe encore aujourd'hui, hein, d'ailleurs.
Elle est plus, je veux dire, il n'y avait pas grande différence entre les deux marques et les deux machines, hein. C'est plus une guerre fratricide. En fait, si on regarde la carte de France, en fait, on a beaucoup de... Enfin, c'est l'impression en tout cas que nous, on a à la rédaction, c'est que le 103 a beaucoup brillé dans le sud de la France. Il reste très présent dans le sud de la France et dans l'Est, hein, puisqu'il était construit près de Sochaux, dans le fief historique de Peugeot. Et à contrario, justement, Motobécane est beaucoup présent au nord de Paris et dans l'ouest de la France. Et forcément, Motobécane a laissé des traces dans l'Aisne. D'ailleurs, Yamaha à Rouvroy, c'est toujours sur dans l'ancienne usine de Motobécane. Donc forcément, après, c'est plus un antagonisme régional, on va dire. On peut résumer ça comme ça. Et encore, c'est un peu schématisé, mais bon, parce qu'il y a eu des Peugeot 103 dans toute la France et des 51 Motobécane partout aussi. Mais ouais, c'est plus comme ça qu'on peut résumer la guéguerre entre 51 et 103. J'ai lu qu'au Maroc aussi, ils sont dingues de 103. Ouais, parce que, alors là, idem, il y a beaucoup de Peugeot 103 qui ont été construites sur place. Donc forcément, comme toujours, ça impacte. Les véhicules sont plus distribués près de là où ils sont construits, et puis forcément, ça laisse des traces sentimentaux presque dans la population locale. Emmanuel, c'est quoi ton modèle préféré de 103 ? Celui que tu vendras jamais, en fait. Mon 103 de cœur, c'est le 103 SP, ça c'est sûr. Après c'est le 103 Chopper aussi, parce que c'est vraiment... moi, je roule en Harley Davidson, donc c'est ce qui correspond à mon style de conduite. Donc voilà, après chacun a ses propres affinités en fonction des modèles. D'autres préféraient des 103 très bas avec les guidons bracelets genre sportives pour les motos. Mais moi je suis plutôt le genre à rouler cool où j'aime bien le touche-main. Donc c'est pour ça que je suis plus attiré sur le 103 SP et les 103 Chopper. Alors justement, si par exemple moi je voulais m'y mettre, me trouver mon 103, comment est-ce que je peux choisir mon modèle ? C'est juste une question d'affinité, de look ou est-ce qu'il y en a qui me conviendraient mieux ? Parce que par exemple, Bertrand, tu plaignais la 51 Ouest qui devait transporter ton copain Laurent d'1m92 et de 120 kg. Est-ce que du coup, ça veut dire qu'il y a des modèles qui conviennent mieux à certains, d'autres non ? Ou c'est voilà, tout le monde peut avoir son 103, sa mob ? Non, tout le monde peut avoir son 103 et sa mob, mais effectivement, le gabarit de mon ami Laurent... était pas le plus adapté à la 51 Ouest. Voilà, c'était juste un clin d'œil. Mais non, après, c'est vraiment question de goût, mais surtout de budget, parce que comme on l'a dit, il y a des modèles qui valent beaucoup plus cher que d'autres. Mais après, une mobilette... Le 103 pour commencer, en clair, tu me conseilles lequel ? Bah écoute, t'es quand même assez grande. Moi, je te conseillerais au moins un SP pour être à la bonne hauteur. Et puis voilà, après... c'est vraiment, c'est une question de génération aussi. On en revient à ça parce qu'effectivement, les modèles Chopper ont plus marqué les années 80. Après, les modèles avec les barres de renfort central, les petits guidons semi-bracelets, etc., ça a plus marqué les générations, les années 90. Donc après, c'est surtout ça. Hein. C'est toujours le cyclo, c'est un petit peu ça. C'est la Madeleine de Proust qu'on essaye de retrouver. Donc forcément... chaque génération a son modèle fétiche. L'exemple de mon épouse, elle n'avait jamais eu de cyclomoteur. Quand elle était jeune, ses parents n'avaient jamais voulu. Donc, elle n'avait jamais fait de deux roues. Et quand j'ai commencé à acheter des 103, donc elle s'y est intéressée. Et en fait, l'intérêt d'un cyclomoteur comme ça, c'est que donc elle s'est dirigée tout de suite, sur un 103 SP parce que c'était simple à manier, c'était léger, voilà. Et c'est surtout ce qui est important, c'est que grâce au cyclomoteur, on peut partager avec d'autres couples qui ont des épouses aussi, qui se sont mis à la mobilette, qui n'avaient jamais été, par rapport à des sports mécaniques ou alors un intérêt sur des engins mécaniques, et on part des semaines en vacances en cyclomoteur ensemble, et on peut partager tous ensemble ce qui est assez rare dans un couple, pour pouvoir partager des choses. Si j'écoutais mon épouse Anne-Gaëlle, mais on ferait de la mobilette tous les jours.
Elle voudrait tout le temps, pourtant elle avait jamais connu ça, toi, mais quand elle a découvert ça, elle trouve ça, elle trouve ça génial. C'est la liberté, c'est le déplacement, c'est la convivialité des gens que l'on croise, qui nous font signe, qui viennent discuter avec nous, et ça, que tu puisses le partager, toi, avec ton épouse, avec tes copains, et puis avec leurs femmes aussi. Enfin, je trouve ça, pour moi, ça a été une chose que j'ai. Avec du recul, où je me suis dit, pour faire adhérer les gens, c'est quand même exceptionnel, parce que tu fais de la moto, bon, t'es derrière, t'es passive, ou si tu passes le permis, mais moi, c'était pas le cas d'Angèle, elle voulait pas passer le permis moto, mais de faire de la mobilette comme ça, du 103 SP, là, elle a découvert ça, mais elle trouve ça absolument exceptionnel. Donc toi, c'est... En fait, Emmanuel s'est retrouvé l'ambiance des années 80 et sa bande de potes, quand on partait du lycée ou le samedi en balade, on retrouve cet esprit-là, en fait. En fait, on rajeunit 30 ans, quoi, à peu près. Même 40 ans, parce que toi, mon 103 SP, moi, il a été acheté en 81, donc toi, il y a 43 ans. Et tu retrouves cette ambiance, on s'arrête, on va boire un coup, on va en terrasse, on va au restaurant, on va faire des balades, on va visiter un château, un musée, des choses comme ça, ou des brocantes, des vides-greniers. C'est génial. Et puis c'est d'une simplicité. Et puis toi, c'est que tu te vides la tête en faisant ça. Et c'est vrai que la vitesse joue beaucoup parce qu'à moto, forcément, on passe quand même à une certaine vitesse. On voit pas les choses de la même façon. Alors c'est un autre plaisir. On a le plaisir de la conduite, du pilotage, mais à 45 km/h, forcément, on découvre des routes qu'on connaissait pourtant déjà d'une autre façon. Tout à fait, oui. Tu vas sur des routes où il y a de l'herbe au milieu, tu redécouvres l'odeur des blés, l'odeur du colza, des choses... c'est complètement autre chose que de faire vraiment de la moto comme je fais aussi. C'est deux choses différentes. Au début, c'est moi qui ai commencé dans mon groupe de copains, et on était tous motards. J'étais le premier à acheter une mobilette. Ils étaient tous là un peu à être obligés, tu vas t'acheter ça, tu vas te faire chier, tout ça. Et puis 6 mois après, on était une douzaine, on avait tous des mobs. Ils étaient tous passés à la mob aussi. Parce que quand on allait boire le café ou un coup de blanc au village d'à côté, en rigolant, on repartait... On rentrait, on se tapait la bourre, on était couchés l'un derrière l'autre dans l'aspiration, comme quand on avait 14-15 ans. Et c'est génial. Vous m'avez presque convaincu. J'ai plus qu'à aller choisir mon modèle dans le dernier hors-série de Bob & Co, mon prochain 103. Mélissa, il va falloir te mettre à la mobilette aussi. J'y compte bien. Puis je viendrai chez les éditions LVA tous les matins en Peugeot 103. Et nous, on viendra te voir, Manu, pour l'essai de la... fameuse HP que tu viens de restaurer. Non, mais avec plaisir. Si je peux faire partager aussi ma passion et puis mon expérience par rapport à ce modèle, volontiers. Est-ce que vous avez des choses à ajouter ? Sur le 103 SPX moderne, je dirais juste que Peugeot nous annonce une fabrication justement amendeur en France dans le fief historique de Peugeot. On vérifiera parce qu'on suit ça de près à Bob & Co, même si depuis la présentation du modèle, on n'a pas beaucoup plus d'informations. C'est une sortie prévue fin 2025 normalement, mais si c'est avéré, effectivement, c'est quand même à relever parce que dans un contexte où la plupart des constructeurs font fabriquer à l'étranger, a fortiori leurs véhicules électriques, c'est quand même un gage de qualité et puis un engagement important de la part du constructeur Peugeot. Maintenant, à vérifier. Mais si le 103, dans sa version électrique, peut ramener de l'emploi en France, saluons l'initiative. Merci Bertrand, merci Emmanuel et merci Xavier. On se retrouve bientôt dans l'Atelier Passion pour un nouveau podcast. Retrouvez tous les épisodes de l'Atelier Passion sur la chaîne YouTube des éditions LVA. Et suivez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. À bientôt.